Bonjour et bienvenue sur la rediffusion des Paroles d'Exien du 29 avril 2019. Dans cette édition, vous retrouverez 5 Exiens ayant choisi de l'alternance. Ils vous apprendront tout sur le chemin à suivre pour votre futur parcours professionnel, de l'entretien d'embauche à la vie en entreprise en passant par les opportunités. Bon visionnage! Du coup, on va se présenter chacun notre tour. Moi, c'est Valentin Boursier. Je travaille chez Excel Green, comme vous pouvez le voir. Excel Green, c'est un fabricant français de gazon synthétique. Moi, là-dedans, en tant qu'apprenti ingénieur, ce que je fais, c'est que je gère le développement web de l'entreprise. Par développement web, j'entends que n'importe quel service de l'entreprise me fait une demande. Moi, je rédige un cahier des charges et à partir de ça, on développe des modules web qui nous permettent en gros de mieux travailler. J'ai fait ça en majeure partie du temps dans mon entreprise. Après, c'est une petite structure, donc je suis amené un peu à toucher à tout. Donc j'ai fait aussi de la logistique, du commercial, etc. Voilà. Moi c'est Marine, donc je suis chef de projet en amélioration continue chez Stania Aerospace, donc c'est une filiale d'Airbus. Je travaille sur la ligne A330 et l'amélioration continue c'est quand même assez vaste. Pour vous expliquer, ma première mission ça a été de faire une refonte d'un process de sécurisation et mise en place des outils de contrôle au poste et une refonte du process pour les faire partir en contrôle métrologique. Et une de mes deuxièmes missions c'est la mise en place d'un tag time sur ma ligne. Bonjour à tous, je m'appelle Marwan. Je travaille chez Schneider Electric avec Marianne ici présente. Et donc là-bas, je suis chef de projet en industrialisation de cartes électroniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis chargé d'accompagner un projet de sa conception, de l'état de plan, à sa production en grande série, le tout en ayant mangé, on va dire, les petites bricoles avant, donc ça passe par des petites phases de prototypage et de mise au point. Voilà. Moi c'est Marianne et je travaille aussi chez Schneider Electric. Je suis ingénieur méthode industrialisation. Donc en fait le service méthode c'est ceux qui fournissent justement à la production les moyens justement de fabriquer des produits. Donc ça va être tout ce qui est machine, tout ce qui est automatisme, des PC, enfin ça va un peu de tout. Et donc là-bas je suis affectée à un secteur de production. Donc je fais du pilotage de performance dans ce secteur et j'intègre aussi des nouvelles machines pour pallier la surcharge ou différentes autres machines. Donc moi je m'appelle Adrien, je suis responsable de projet dans le service support atelier à Figeac Aéro, qui est un sous-traitant aéronautique numéro 1 européen. Et de plus je suis chef d'équipe de l'atelier affûtage, c'est-à-dire que j'ai 5 personnes sous mon aile, que je dois coacher entre guillemets, j'ai les responsabilités, je leur dis quoi faire, je donne des responsabilités au fur et à mesure de leur ancienneté et aussi de leur nouvelle arrivée à l'entreprise. Je les forme et avec eux je donne des projets de conception d'outils maintenant et je les accompagne sur les nouvelles machines qui arrivent. Voilà. On va démarrer sur le premier point à l'entreprise. Le premier pas qu'on fait à l'entreprise c'est l'entretien. Donc dans certains cas c'est l'entretien d'embauche, l'entretien de stage pour l'obtention d'un stage ou l'obtention d'une alternance. J'ai voulu parler de la période d'entretien sur 3 points. D'abord, il y a la notion de respect, que chacun doit bien comprendre. Le respect, c'est très large comme notion. Il y a d'abord le respect à l'entretien par rapport à la tenue. On va en dire un peu plus, mais j'aborde le sujet. Vous ne vous présentez pas à l'entretien comme vous êtes habillé Alexis, par exemple. Toujours être très propre et très respectueux de l'interlocuteur. Certains, une chemise, un polo, tout ça c'est très vaste mais c'est très concret. Le respect dans votre attitude, dans la manière dont vous allez parler. Vous n'avez pas utilisé un vocabulaire aussi ou quoi que ce soit, vous êtes très carré à l'entretien. De plus, soyez très réfléchis dans la manière d'avoir vos réponses. Réfléchissez avant de répondre. Être spontané, c'est très bien dans certains cas. Lorsqu'on va vous proposer une mission dans un stage, soyez bien sûr que cela va vous correspondre. Cherchez pas un stage pour un stage. Parce que ça peut être très long de faire un stage de 3 mois dans un domaine qui ne vous plaît pas. Je
j'ai eu l'expérience, c'est pas cool. Quand vous êtes pris pour faire la conception aéronautique et finalement vous faites de la logistique. C'est pas du tout ce qu'on vous avait fourni et vous arrivez pendant 3 mois et vous faites un peu la gueule. Un peu quoi? Voilà, Alexis, on peut se Le second point, c'est la motivation. Ça peut être très banal ce que je vais vous dire, mais il faut que vous ayez faim dans votre entretien. Il faut que vous devez montrer que vous avez envie d'avoir la mission, que si ça vous plaît, bien entendu, que vous la voulez. Il faut avoir une certaine aisance, mais toujours ça me plaît. Poser des questions sur la mission. C'est toujours intéressant pour une personne qui vous fait passer un entretien de voir que la personne veut la mission. Je parle de ça, je me permets de dire ça parce que j'ai eu la chance de faire passer un entretien d'embauche pour un affûteur. Il y en a un, clairement pas de motivation, ouais c'est son métier, il s'est affûté des outils, mais ok, si ça ne motive pas de travailler sur des outils qui n'ont jamais été faits, une nouvelle conception, c'est bien gentil, mais t'as pas de motivation, j'ai pas envie de te prendre. Bon, clairement, moi l'expérience, qui est très motivé à bosser, bien, on t'accueille les bons bien. Et n'oubliez pas cette notion-là, c'est très important. Voilà. Est-ce qu'on peut vous poser des questions au fur et à Bien sûr. mesure? Oui, Ouais, c'est naturel que Ouais, vous ayez allez-y. tout faire. Non, 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 non. Au contraire. J'aimerais bien vous connaître à tous votre année, Alexis. Vous êtes en quelle année? On est tous en quatrième. Quand vous êtes entré en alternance, on vous a, j'imagine, vous a pas donné exactement ce poste. Non. Vous avez plusieurs étapes, non? Si. Ouais, je pense qu'on va chacun détailler un petit peu notre Ouais. expérience. Ouais, moi je suis rentré directement apprenti NG, je faisais des tests sur des huiles de coupe. C'était ma première mission. Et au fur et à mesure, si tu veux, mon tuteur m'a donné plusieurs missions. Des domaines variés, je suis passé par la logistique, de la conception, phase de test, j'ai dû gérer un contrat. Et au fur et à mesure qu'il a vu que je prenais de l'autonomie sur ta peine, il m'a donné de l'autonomie. Il me disait, t'as ça à faire, objectif, résultat, à toi de t'y arriver. Parce qu'il a vu avant que je pouvais apporter. Et ça fait depuis peu maintenant que, en juillet, il m'a dit je te donne toute cette partie d'atelier, l'atelier affûtage. Parce qu'il a vu que j'avais eu, comme j'ai dit, j'avais eu les cours, j'ai eu fait de mission, des faits de responsabilité. C'est comme ça que je fais. Moi, mon maître d'apprentissage, il m'a tout de suite mis sur une mission, sans en connaître, mais il a juste s'est basé sur l'entretien, et puis il m'a dit ok, il y a tel amélio à faire sur la ligne, ta mission c'est de partir faire la définition du problème, analyser les coûts, etc., business case, ROI, et tu te démerdes, mais tu me sors le résultat à la fin, ça doit être amélioré de telle façon, etc. Et j'étais totalement autonome, mais je vous en parlerai après dans ma slide. Ça peut être compliqué d'être en autonomie comme ça, mais c'est vachement bien parce qu'on se sent vachement responsable d'un projet de A à Z. Mais tu passes par toutes les phases Ouais, de gestion de projet. c'est ça qui va te permettre de rencontrer plein de gens aussi. Tu vas faire aussi un petit réseau. C'est là que tu vas voir aussi, tu auras toutes ces phases de je suis incertain, là je peux le faire et après je le fais. C'est toujours bien d'avoir cette solution. C'est ça qui va faire que ton tuteur va dire ok, Moi du coup, quand je suis arrivé chez Excel Green, c'était un peu laborieux déjà niveau entretien. À l'origine, je ne devais pas être pris. Il y a une personne qui a été prise avant moi sur le poste que je devais avoir. Et après, en fait, mon patron de maintenant, il m'a rappelé me disant j'ai bien aimé ton CV quand même, j'aurais un poste qui correspondrait plus, je pense, à tes capacités. Et donc, en tout, j'ai fait 3 entretiens. Et à la fin, on s'est décidé de partir là-dessus. Et au début, j'ai commencé comme entre guillemets saisonnier en commercial, parce que pour Gazon Synthétique, on a une grosse saison estivale, et donc ils avaient besoin d'aide. Donc j'ai commencé là-dessus. J'étais pas du tout bon en commercial, et donc il m'a proposé de plutôt migrer vers le service logistique, qui m'allait beaucoup mieux. Et donc sur la logistique, j'ai commencé à développer des modules web comme ça pour aider le service, et après c'est tourné au service commercial, etc. Après, pour ma part,
Donc moi j'ai eu un poste de méthode Indus et par contre dès le début mon maître d'apprentissage savait vers quoi il voulait m'amener. Donc par contre je suis partie de rien, enfin j'avais aucune compétence dans ce que j'allais faire. Et par contre ils m'ont dit ouais dans 2 ans il faudrait que tu sois référente de ton secteur de prod. Donc de telle sorte que si on a un problème sur une machine, tu es censé savoir résoudre le problème ou faire intervenir quelqu'un. Que ce soit sur les indicateurs de performance, etc. Donc au fur et à mesure, on monte en compétences. Mais oui, dès le début, clairement, moi, je ne savais rien faire. Après, oui, il y a des postes où tu arrives, où tu sais plus ou moins te dépatouiller. Mais là, j'étais dans un secteur vraiment très fermé et très technique. Et donc, c'était un peu compliqué au début, mais oui, on finit par y arriver. Donc oui, j'avais le poste dès le début, mais au début, j'étais pas du tout compétente pour ce poste-là. J'ai eu le poste après 1 an, voire même 2 ans, je suis toujours pas compétent pour ce que je suis en train de faire. C'est qu'à début, hein. Je suis arrivé dans un contexte en fait, super compliqué, c'est-à-dire que je travaille dans un service. De base, je ne connaissais même pas ce que voulait dire le mot industrialisation. Donc j'ai vu l'offre d'embauche, je suis allé me renseigner un petit peu, j'ai fait mes recherches, histoire de ne pas arriver les mains vides. Mais c'est vrai qu'arrivé devant, donc il m'a proposé un poste de chef de projet en Indus. Je lui ai dit que spontanément c'était ce qui m'attirait, mais voilà, je n'avais pas plus de vision que ça. Et en fait, dès la première année, il m'a dit, je vais être très clair avec toi, les 2 premières années, tu ne vas rien faire de manière proactive sur le process. Tu ne vas avoir aucun impact, aucune valeur ajoutée sur le process, les produits, contrairement à Marianne par exemple, qui a déjà bossé à même le process. Je suis arrivé dans un contexte, dans une toute petite entité au sein d'une entreprise. Et donc à ce poste-là, il y a 4, donc ils sont 4 actuellement, et il y en a 2, en fait, je viens en renouvellement de personnes qui partent à la retraite, sauf qu'ils ont des crânes, c'est impossible de quantifier la quantité de données qu'ils ont. Et j'ai 3 ans pour rattraper toutes les données qu'eux ont acquis en 40 ans sur le même métier. Donc j'ai 2 premières années, donc oui, j'ai été pondu à ce poste, entre guillemets, oui, on m'a déjà fait plusieurs remarques, mais bon, elles y reviendront concernant ma légitimité. Mais voilà, il y a des postes parce que tu as beaucoup trop de connaissances de base à acquérir que tu n'as pas, c'est normal, tu n'es pas du milieu, tu es là pour apprendre. Et au début, c'est beaucoup je vais parler de bachotage. C'est-à-dire que c'est de manière proactive, le lundi, j'arrive, mon boss ne me dit pas ce que j'ai à faire la semaine. J'ai un objectif, c'est tout savoir. Et à chaque semaine, j'ai des comptes rendus, des petites évaluations surprises de la part d'autres collègues. Tu peux être catapulté à certains postes, mais tu peux te retrouver avec des grosses quantités de données à acquérir avant. C'est long, c'est un peu frustrant au début, mais une fois que tu vas voir le bout du tunnel, c'est extra, tu vas te lâcher après sur ce que tu as voulu faire. Voilà, donc, on en parlera après un peu plus de légitimité, de propulser un poste. Je reconnais ce que tu dis, il ne faut pas être effrayé dans l'émission qu'on va vous proposer. Comme le Maroc, cette émission est énorme. Pour aller là-dessus, et puis voilà. Vous êtes là pour apprendre et on va vous tirer vers le haut de toute façon et ils sont pas là pour vous donner des missions et s'il n'y a pas de résultat tant pis, ils veulent vraiment que ça avance et c'est important pour vous de vous impliquer mais vous ne serez pas, tout finit par s'apprendre quoi. Même si au début on se dit mais c'est impossible, je ne pourrais jamais faire ça, si. D'autant plus que si vous êtes dans des grosses structures, vous avez le droit parfois de vous planter à la faute parce qu'ils ont quoi rattraper. Donc voilà, il faut pas mentir. Et dans les grosses structures, ils ont plus confiance parce que de toute façon, ça n'aurait pas un énorme impact sur toute la boîte. C'est sûr qu'il faut éviter, mais voilà, il ne faut pas faire toujours bon du coup, sinon. Donc voilà, partir le principe de les erreurs, il faut mieux les faire parce qu'on est en stage ou en alternance, donc les deux. Mais c'est important à les faire. De ne pas avoir peur de faire des boulettes avant. De toute façon, qui ne tente rien, ne fait rien. Si tu fais rien, tu es encore plus mal vu que si tu tentes des trucs, si tu fais des petites boulettes. C'est pas grave d'avoir. Ça c'est un fait. C'est pas grave d'avoir les mains dans la merde ou des trucs comme ça. C'est un fait. Vas-y. Du coup, pour rebondir sur. Ah, pardon. Non, pardon. Non, c'est juste la caricature du. C'est pas ça. Le style en 2025. Oui, alors c'est le style en 2025. Du coup, après l'entretien, si vous êtes pris, je le souhaite, vous allez faire vos premières semaines en entreprise. Et les premières semaines, c'est souvent vraiment très très crucial dans le
déroulement de la suite de votre contrat. Donc j'ai réfléchi, je me suis demandé c'est quoi vraiment le point majeur, et pour moi c'est le fait que les 2 premières semaines c'est du marketing, vous devez vous vendre. Vous ferez vos preuves sur le long terme avec vos capacités, mais dans les premières semaines, vis-à-vis de vos collègues, voilà, il faut savoir se faire connaître et se faire apprécier. Et pour moi, il y a 2 composantes là-dedans. La première, c'est l'apparence. L'apparence, voilà, j'ai choisi de le notifier sur mon diaporama. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Parce que voilà, ça va être la façon dont les collègues vont vous juger tous les jours quand vous allez passer la porte de votre bureau. Et donc voilà, il faut être en adéquation avec le standard, entre guillemets, de l'entreprise. Le standard, comment est-ce que vous allez le retrouver? Vous allez le retrouver tout d'abord à votre entretien. Vous allez voir comment est-ce que les gens qui vous font l'entretien sont habillés. Par exemple, moi je vois à chacun de mes entretiens, mon patron il avait un polo. Et je me suis dit, pour mon premier jour je vais mettre un polo. Comme ça au moins je suis sûr de ne pas me louper. Et donc, une fois arrivé dans l'entreprise, vous allez pouvoir observer vos collègues et voir est-ce qu'ils s'habillent vraiment costard, cravate tous les jours, ou est-ce que c'est un peu plus décontracté, donc est-ce que je peux me le permettre. Et donc voilà, la petite anecdote, c'est un jour je me suis ramené comme ça en blazer chemise. Mes collègues m'ont demandé si j'allais acheter une voiture à la fin de la journée, quoi. Voilà, le but c'est d'éviter toutes ces petites remarques parce que ça dénote d'un sentiment chez les gens. Si tu es dans une boîte où ils s'habillent vraiment naturel, classique, si tu arrives en costard cravate, ils vont croire que tu es en mode offensif, que tu vas aller faire quelque chose de très important, alors que toi tu es peut-être juste venu travailler normal. Et au contraire, si tu t'habilles comme ça, ils vont se dire il est déjà en vacances, ou voilà, c'est quelque chose de très très important. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en main, je dirais assez rapidement, c'est qu'il y a des fois des petits interdits dans les entreprises. Par exemple, moi je vois dans ma boîte, j'ai pas le droit de venir en short, ou alors vraiment quand c'est la canicule, quand il fait très chaud, parce qu'on n'a pas la clim au bureau, donc des fois c'est inutile. Mais ouais, il y a des petites notes comme ça. Par exemple, Adrien, c'est spécial chez toi. Je travaille au service support atelier, donc on fait partie aussi des achats, les fournisseurs, tout ça. On n'a pas le droit d'être habillé, j'ai pas le droit de mettre de sneakers, de basket. C'est passé, j'ai tout le temps mon lacet, mon chaussure classique. Parce que c'est un souhait de la part de mon directeur d'être habillé comme ça. On rencontre des fournisseurs, on rencontre des directeurs, on a des choses d'être habillé comme ça. De même, pas de t-shirt, que les polos, des chemises. C'est pas choquant. C'est quelque chose quand même à prendre en compte assez rapidement, quoi. Et donc il ne faut pas hésiter dès le début à poser. Il faut être sujet à des remarques, comme à Nibal, moi le premier, j'ai fait des remarques que je fais un Stan Smith pour en première fois. Je me dis, tu veux jouer au tennis ou quoi? Un pro. Ouais, pardon. J'ai eu sorti de sécurité, je suis parti. Ça paraît anodin, mais au final, quand on arrive comme ça et qu'on dénote des autres, tout de suite on ressort du lot, et pour de mauvaises raisons. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et donc la deuxième composante, selon moi, de ce marketing d'entreprise, c'est la façon dont on échange avec les gens. Vraiment là, c'est la composante majeure du savoir-être. Et sachant que dans les 2 premières semaines, ça va être essentiellement de la formation. À moins que vous ayez déjà des énormes bases dans l'entreprise, vous allez être en formation avec les personnes avec qui vous allez travailler après. Et donc là, c'est vraiment le moment de leur faire une bonne impression, qu'ils se disent « Ah tiens, ce gars-là, il est bon, quoi. Je vais vraiment pouvoir travailler à fond avec lui. » Et du coup, de là vont découler la teneur de vos missions derrière. Et du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'être focus à écouter, même si ça va être chiant moi, je sais que j'ai fait une semaine complète de formation sur le service commercial. Au bout d'un moment, j'en avais marre de les écouter, mais c'est là pourtant où il faut être vraiment
Plenky a vraiment, quitte à être crevé à la fin de la journée, voilà, vous forcez à écouter à fond et à être dans l'échange, vraiment de montrer votre intérêt, donc de poser des questions à chaque fois quelque chose vous interpelle, même si c'est de la merde, vous posez une petite question pour bien être sûr, et comme ça crée de l'échange, ça montre votre implication pour l'entreprise. Parce que en règle générale, il faut toujours être vraiment corporate avec l'entreprise. C'est un moyen de s'intégrer avec vos collègues, parce que vos collègues, c'est la même chose, quoi. Ils vont dans le sens de l'entreprise. Il y a l'esprit d'entreprise qu'on entend très souvent. Donc voilà, après il y a aussi un fait, c'est que quand vous allez arriver dans l'entreprise, même si c'est pour un stage ouvrier, même si c'est pour un stage technicien, etc., vous venez d'une école d'ingénieur, donc ils se disent on a un ingénieur avec nous. Et donc il y a une posture derrière qui en découle. Un ingénieur, voilà, on n'attend pas du tout les mêmes choses de lui qu'un ouvrier. On entend en particulier une posture de quelqu'un qui est capable de fédérer, qui est capable de vraiment s'intégrer dans une équipe pour la mener à terme. Et voilà, il faut montrer que vous êtes quelqu'un qui peut être dans l'échange comme ça avec ses collègues. Pour être nouveau, surtout, vous êtes en école d'ingé, stage 4A, stage 5A, les premiers, vous êtes en école d'ingé, donc vous êtes formé à être manager. Manager, c'est quoi? C'est un mec technique, c'est un mec d'équipe. Il ne faut pas perdre de vue que vous avez cette notion-là à faire. Vous avez des questions déjà sur cette slide En fait, Valentin, tu nous encourages à ne pas forcément être nous-mêmes. Bonjour Nathalie, je mets des tacles dans la surface. Si, parce qu'on peut être totalement nous-mêmes en affichant une image standard. Parce que c'est le fait de montrer que nos particularités, c'est avec des petites touches par-ci par-là, et c'est au fur et à mesure. Le standard, au fur et à mesure, on peut l'imposer, mais une entreprise, ça a des dizaines d'années de vie, c'est pas maintenant qu'on va changer son standard. Donc, selon moi, il faut d'abord penser à s'adapter et après montrer ces petites nuances, plutôt que les imposer d'emblée. Moi, je suis comme ça et vous n'avez rien à y changer. Surtout que je pense que le nous-mêmes, il va s'intégrer dans les prises de décision qu'on aura. C'est pas forcément une question vestimentaire ou comment on est perçu des autres. C'est dans toutes nos décisions, on mettra notre touche, notre caractère. C'est là où on sera intègre, etc. Du coup, moi je vais vous parler des opportunités en entreprise. Pour faire une petite intro, déjà on sait tous que arriver en entreprise, la première fois qu'on fait ce premier pas en entreprise, c'est découvrir un environnement totalement différent. Après on est plus ou moins adaptable, mais moi qui suis venue de classe prépa, je ne savais pas du tout ce que c'était une entreprise avant mon premier jour à SDR. Donc c'était un peu compliqué au début. Et ce qui est compliqué aussi, c'est le paramètre équipe, le paramètre humain. Je pense qu'il est plus difficile de s'intégrer dans une équipe et à avoir un bon relationnel. Commencer à aller prendre des cafés avec ses collègues, mine de rien, c'est super important parce que c'est ça qui va permettre d'échanger avec eux, d'être au sein d'une équipe. Et le paramètre sociabilité chez un manager, c'est important pour la confiance en vous et montrer que vous avez confiance aux autres aussi. Au-delà de l'environnement, il y a aussi le langage qui est assez difficile à acquérir au départ. Dans l'aéro, en tout cas, c'était vraiment du chinois au début, c'était des termes techniques, des termes franglais que je ne comprenais absolument pas. Et quand vous vous retrouvez dans une réunion où tout le monde parle et tout le monde sait de quoi il parle, vous êtes complètement paumé au départ, c'est pas facile et il faut être super concentré et aller faire ses recherches au début pour comprendre tout ce qui se dit dans l'entreprise. Ensuite, concernant vos missions, on en a un peu parlé tout à l'heure, vous allez soit accompagner, soit autonome. Moi j'ai été du coup, comme je vous le disais, totalement autonome. Il ne faut pas en avoir peur, même si au départ on se dit je vais faire un tas d'erreurs, ça va être horrible, je ne sais pas quoi faire, faut que je subvienne aux besoins de mon projet, mais je suis totalement perdue, surtout quand je ne savais pas du tout ce que c'était une entreprise au début.
finalement c'est une super opportunité parce que toutes les erreurs que vous allez faire au début, vous allez vous relever tout seul et du coup c'est ce qui va vous permettre de plus jamais refaire ces erreurs pour plus jamais vous foutre dans la merde. Du coup c'est un super apprentissage et moi je pense que je remercierai toujours mon maître d'apprentissage de m'avoir donné ce mode d'éducation. Du coup, comme my slide s'était basé sur les opportunités, et ça c'en était une, comment reconnaître aussi les opportunités et pourquoi les saisir? Parce que finalement, une fois qu'on est bien dans sa mission, bien au quotidien, pourquoi aller chercher les opportunités? La première opportunité moi, que j'ai soulevée dans ce diapo, c'est se faire un réseau. Déjà pour subvenir aux besoins de votre projet, c'est super important que ce soit VE, qualité, méthode, prod, tout ce que vous voulez. C'est super important d'aller voir des spécialistes dans leur domaine. Dès que vous posez une question sur votre projet, surtout si vous êtes en autonomie, vous êtes totalement face à vous-même, il faut aller voir des gens qui s'y connaissent pour répondre à toutes vos interrogations. Et ils ne vont pas seulement vous répondre à vos questions, ils vont aussi vous soulever plein d'autres problèmes. Et c'est pas forcément négatif parce qu'ils vont aussi soulever des problèmes au bon moment plutôt qu'à la fin de votre projet où tout le monde va venir montrer ce que vous faites et au final ça écroule tout votre schéma. Donc ça c'est super intéressant et ça vous permet aussi de faire du relationnel, vous permet de cultiver dans plein d'autres domaines. Ensuite, j'ai mis prendre des actions sur d'autres projets. Même si votre mission va vous prendre quand même pas mal de temps, parce que c'est votre mission principale, c'est aussi super intéressant si votre maître d'apprentissage vous permet d'aller voir un peu partout ce qui se passe et d'aller prendre des actions. Quand vous êtes dans une réunion et qu'il y a quelqu'un qui dit ok, il y a telle tâche à faire, ne pas hésiter à dire ok, moi je suis dispo, est-ce que je peux la prendre, ça m'intéresse, ça me permet de me cultiver, etc. Ça va vous rendre aussi vachement crédible dans l'entreprise et vous montrer que vous êtes motivé et comme disait Adrien, que vous en voulez, c'est super important. À l'inverse, vous ne laissez pas t'attribuer trop de missions, parce que ça sert à rien d'avoir un plan d'action de 64 missions si tu pars les exécutifs. Les news, c'est vrai qu'il se passe plein de choses dans votre entreprise, que ce soit sur votre site ou à l'international. C'est bien de savoir, et c'est même essentiel de savoir ce qui se passe un peu partout. Vous serez d'autant plus crédible dans une réunion ou même à table quand vous mangez avec des collègues de parler des actus de votre entreprise. Ça montre que vous êtes quand même vachement investi. Et même au sein même de votre site, nous, je vois à Stelia, on a quand même beaucoup de lignes. On a 350, 380, Vega, 330, 7X. Il se passe énormément de choses sur le site. Et quand vous avez un projet, il ne faut pas vous dire que vous partez de zéro. Il faut quand même prendre du recul, prendre la hauteur et voir à peu près tout ce qui se passe partout pour vous donner des informations et même des standards. Par exemple, moi, je dois m'occuper d'un nouveau process et je dois installer des armoires sécurisées à des postes. Et du coup, j'ai passé des jours à chercher dans des catalogues Manutan quelle est la bonne armoire, le prix que ça coûte, quels sont les standards à mettre en place. Et en fait, justement, avec mon réseau de contacts que j'avais, j'ai rencontré un responsable d'une autre ligne et il m'a dit écoute, ça tombe super bien, nous on a mis en place un standard d'armoire à badge, etc. Enfin, je vous passe les détails. Et du coup, en fait, il a répondu exactement à mon problème et du coup, j'avais plus qu'à mettre en place ce qu'il m'avait dit. Si personne ne rajouter. De manière générale, ça dépend en fait de vos propres exigences. Il y a beaucoup d'exemples. En entreprise, vous allez trouver généralement deux types d'ingénieurs. Celui qui est bien à sa place, il a son milieu, c'est confortable, ses petites habitudes, son équipe. Il va jamais vouloir évoluer et c'est grand bien lui en face, chacun donc ses propres objectifs. Si vous êtes des personnes avec un peu plus d'ambition, qui sont à tendance carriériste, c'est tout ce que vous avez dit Marine, c'est vraiment essentiel. Au sein d'une boîte, évoluer, il ne faut pas s'imaginer que c'est en grande partie grâce à la compétence. Essentiellement, c'est grâce au réseau et ce que les gens diront sur vous. Il est ponctuel, il sait faire le boulot, il est professionnel, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas voir la chose comme « Ah mais non, je suis très très bon dans mon boulot, c'est sûr qu'ils vont me prendre ». Même si à côté, il y a quelqu'un qui est un poil moins bon et qui est 2 fois plus stimulant que vous, en tant que manager ou même en tant qu'ingénieur, il est motivé, c'est ce qu'il a envie de faire, et il le montre au quotidien, il s'intéresse, il va se renseigner sur tout ce qui se fait, même il en parle de manière proactive. Tiens chef, j'ai vu qu'il y avait, mettons, on va prendre l'exemple d'une entreprise qui prend un coup sur ses actions. Tiens chef, j'ai vu qu'on avait perdu tant de points sur les actions, tu peux me dire ce qui s'est passé? Le chef il va tiquer, waouh, bien intéressé et de manière proactive, sans que je lui ai dit, enseigne-toi, regarde, on vient de prendre un petit coup. Exemple à part, et
voilà, ça dépend après chacun de la conception de chacun et des ambitions de chacun. C'est très important voilà, pour ceux qui veulent être carriéristes, des opportunités, ça se crée à l'intérieur de la Justement, c'est une bonne transition parce que j'ai ma dernière partie qui est sur donner le meilleur de soi-même. Et c'est exactement ce que disait Marouane, il ne faut pas rester à sa place, j'ai ma petite routine, etc. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est pas comme quand on est étudiant, on est assis, on rush les partiels et puis ça recommence. Là, on doit avoir une évolution permanente, aller chercher le meilleur tout le temps. Et même si votre mission elle vous plaira pas forcément, enfin moi c'était mon cas, même si elle vous plaira pas forcément, même si vous n'avez pas quelqu'un derrière vous, même si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit tout le temps que vous faites les bonnes choses au bon moment, même si voilà, vous n'êtes pas gratifié dans ce que vous faites, il faut toujours montrer votre enthousiasme. Au-delà de l'effort de dire donner le meilleur de soi-même par l'effort, c'est donner le meilleur de soi-même dans la bonne humeur et l'enthousiasme. Ce que vous allez faire de votre projet, c'est ce que vous allez lui apporter, c'est pas ce qu'il est en lui-même. Et c'est super important de le montrer au quotidien aux autres parce que l'enthousiasme que vous allez dégager, ça va se dégager un peu partout. Ouais, il faut toujours. On reste sur le sujet. Ah ouais. Toujours, nous on le voit au travail, c'est toujours une remise en question perpétuelle parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui est meilleur que vous. Même si vous êtes quelque part, même je sais pas, un mec veut faire une meilleure macro, il veut faire un meilleur SQL, t'en sais rien. Toujours à chercher le meilleur. Et t'es là, ok, mais il faut prouver que t'es là. Puis ça vous servira pour vous, ça donnera un intérêt à ce que vous faites et vous serez fier de votre travail, vous serez fier de ce que vous allez apporter aux autres et surtout le plus important c'est d'être fier de ce que vous faites vous. Et aujourd'hui c'est super important, c'est maintenant toujours, ça va être le tremplin dans votre carrière, c'est aujourd'hui que vous allez montrer à votre entreprise, moi je peux être embauché parce que je suis la personne qui vous fait. Et c'est vous qui allez créer ça aujourd'hui. Vous ne vous rendrez jamais indispensable, mais vous pouvez vous rendre utile. Avant de changer de sujet, ça ne vous pas. La proposition là qui vous était la proposition, c'est de saisir les opportunités. Ce que je vous demande, c'est de transformer aussi. C'est parce que vous allez avoir de petites actions, de petites opportunités que vous allez provoquer les grandes opportunités qui viendront à vous. Je m'explique, tout ce que tu as dit est vrai, j'ai une possibilité, je prends cette action, etc. C'est comme ça que le marketing de soi perdure, au-delà de je suis vigilant pendant la première ou la deuxième semaine du second conseil de Valentin. C'est comme ça que des gens comme votre tuteur, votre maître de stage, votre maître d'apprentissage, le N+2 qui peut passer par hasard, le recruteur ou le service des ressources humaines que vous avez croisé, qui va venir à un moment donné peut-être vous demander comment ça se passe, ou qui va demander à votre hiérarchie comment ça se passe. Voilà comment la somme de petits riens font que si un jour il y a une opportunité pour vous proposer un poste, elle vous sera offerte à vous et vous direz oh, j'ai eu la chance. Non, c'est l'opportunité que vous aurez provoquée vous-même. Et puis j'ai un petit détail, j'étais sensible sur la réunion quand on débarque dans une entreprise, parce qu'à chaque fois qu'on change d'entreprise, en fait, il y a cette adaptabilité sur le jargon en fait, de l'entreprise, et qui fait qu'effectivement, moi j'ai aussi ce souvenir de réunion où tu ne comprends rien, tu me demandes ce que tu fais là, et puis un trou de souris s'il vous plaît. Proposez-vous de faire le compte-rendu de la réunion. Parce que ça, tu rigoles. C'est parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Il y avait une réunion qu'on prend ça, c'est la pire galère. C'est-à-dire que, en tant que RH, je le proposais. On a le sentiment que c'est du bizutage, dit comme ça. Mais c'est vous donner, c'est clair. Mais c'est vous donner une chance incroyable. Vous êtes dans des réunions, vous ne comprenez rien, pour faire un compte-rendu qui tienne la route, vous allez être obligé, et on en arrive à ton réseau, vous allez être obligé, avant de diffuser votre compte-rendu, d'aller voir le monsieur ou la madame qui vous a dit dis donc, j'avais noté des trucs mais j'ai rien compris en entreprise, vous pouvez me l'expliquer. Et c'est comme ça que vous faites un 2 en 1, le réseau, et que vous grimpez très vite en capacité à intégrer le jargon. Voilà, c'était un détail, c'est vrai que c'était loin. En fait, c'est compte rendu.
Et quand Marie parlait de justement l'enthousiasme qu'il faut mettre justement dans les projets, des fois on a des missions et vous allez avoir certainement des grosses missions où des fois ça avance pas, des fois c'est compliqué. Et justement en fait le but c'est, ça risque de démoraliser, oui un peu. Et en fait le but c'est d'essayer d'aller chercher des petites victoires à droite à gauche, prendre, comme elle disait, prendre des actions à droite à gauche. Et en fait c'est plein de mini-victoires qui vont faire en sorte, déjà qui vont vous rendre un peu plus, un peu mieux. Et un peu plus fier de ce que vous faites, et du coup après vous pourrez vous réattaquer à votre gros projet et ça sera comme ça continuellement. Il faut aller chercher des petites victoires. Certains chefs, c'est bien, t'as gagné le confinement. Ouais, mais voilà, faut s'accrocher et de toute façon le chef dira toujours que c'est moins bien que ce que j'ai vraiment. Le but c'est quand même de vous stimuler. C'est une belle école de management. Il y a d'autres questions peut-être Alors moi je vais vous parler des demandes et des remarques. Donc quand vous arrivez dans une entreprise, donc déjà en tant que stagiaire, apprenti, on peut être vite considéré comme de la main d'œuvre pas chère. C'est horrible à dire, mais oui c'est vrai. Et vous risquez d'être confronté à des personnes qui vont vous dire ah bah tiens, est-ce que tu peux faire ça pour moi, est-ce que tu aurais le temps de faire ça 2 minutes, alors qu'on sait que ça sort de forcément de notre cadre de poste. Donc vous avez le droit de vous affirmer, justement vous êtes là les premiers temps, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de vous exprimer, et vous devez vous exprimer, il ne faut pas forcément vous laisser faire. Après à côté de ça, oui, vous aurez des missions qui seront un peu plus ingrates, un peu plus touchy, et par contre vous devrez le faire parce que c'est dans le cadre de votre projet, et que si vous voulez avancer dans votre projet, vous serez obligé de passer par là. Donc il faut énormément de façon à bien l'expliquer pour que les gens puissent se dire ok bon je la suis quoi. Enfin je lui fais confiance, le but c'est de gagner justement de la confiance mutuelle. Et donc voilà, ce ne sera pas toujours plaisant, mais le tout c'est de bien amener les choses et les gens seront beaucoup plus amenés à vous suivre et beaucoup plus contents de vous suivre s'ils savent ce qu'ils peuvent en tirer et si justement il y a de la bonne entente et un objectif commun au bout. Et la deuxième partie, c'était justement sur les remarques. Vous êtes stagiaire, vous serez ingénieur, vous prendrez des réflexions, des remarques certainement toute votre vie. Le tout, c'est de savoir justement comment réagir à ça. C'est déjà, un premier conseil, ça serait de ne pas réagir à chaud. C'est-à-dire qu'il faut prendre énormément de recul par rapport à ce qu'on vous dit. Que ce soit, et quand je dis prendre du recul, ça va être par rapport au projet et par rapport aux personnes, par rapport au projet. Quand on arrive à des points bloquants, il faut prendre du recul, il faut aller prendre l'air, vous prendre un café. Faut aussi faire ça donc, pour le côté humain, c'est-à-dire que vous allez vous prendre des réflexions de personnes. Tu gardes ton calme, tu vas souffler un coup, tu reviens. Et en fait, donc c'est justement toute cette prise de recul qui va faire en sorte que déjà pas réagir à chaud, parce qu'à chaud on a toujours on est toujours plus ou moins virulent. Après, sauf si vous êtes sauf si vous manipulez extrêmement bien les mots. Mais je connais pas grand monde qui à chaud réagit de façon correcte et courtoise. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est pour ça. Après, vous pouvez en parler. Et ce que je voudrais transmettre, c'est que dans un projet, si on vous fait des réflexions, vous prenez du recul, vous faites votre boulot, en fait, vous faites votre boulot, vous faites en sorte d'être le plus irréprochable possible, et après vous allez en parler, vous communiquez directement avec la personne, vous en parlez à votre hiérarchie, à la personne concernée, etc. Et en fait, le but, c'est de démêler tout ça, mais il ne faut surtout pas réagir à chaud. Et après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était, donc entre nous, c'était que oui, réagir à chaud, ça peut être une preuve d'honnêteté. Et oui, ça peut être une preuve d'honnêteté, mais il faut extrêmement bien choisir ses mots et savoir manipuler le langage pour ces personnes. Réagir à chaud, c'est dépendant de la remarque que vous avez prise. Oui, voilà. Ça dépend. On peut en parler quand un mec détruit ton équipe face à toi. On voit des choses, c'est des chefs d'équipe, tu protèges ton équipe. En fait, tu lui réponds. Mais il faut lui montrer que le respect, c'est ça. Mais tu rigoles, mais c'est ça. C'est tes gars, ils ont fait du bon boulot. T'es qui pour leur dire que c'est des merdes? Quand tu le dis clairement, tu lui mets les choses qu'on met à commettre, tu lui expliques. Ok, si on n'en pas de chaud, peut-être t'as été virulent, mais ton équipe dira Adrien, il a monté ses couilles. Pardon, mais c'est ça. Clairement, c'est ça. Tu protèges tes gars, tu protèges lui. Non, mais dans ce genre de situation, bien répartie et souvent
soit tu vas le prendre en rigolant, c'est-à-dire que tu vas retourner en fait en entreprise plus que, je pense, c'est sensiblement les mêmes choses à l'école, au collège, au lycée. C'est ce qu'on appelle l'effet de groupe. C'est super important, c'est-à-dire que cette personne-là spontanément a fait ça. Je suis le déconneur, regardez, je vais décrédibiliser le petit nouveau, il y a un type de son, un gars de son équipe qui fait un peu n'importe, je vais le pointer du doigt. Et tu le décrédibilises en disant mais arrête, je me fais une boulette, et là tu le rappelles un petit événement passé sur lequel lui il a merdé, je suis prêt à parier 90%, la moitié des types à côté, genre spectateurs, vont lâcher un petit. Et là il est calmé. C'est une des façons de tourner la chose. J'avais un grand type, un des assidus absents de mon entreprise qui me dit mais pourtant on ne voit jamais bosser. Je lui dis mais j'ai appris ça des meilleurs. C'est un moyen de se dédouaner en se disant je me protège. Il m'a atteint. J'ai eu envie de l'attraper par les bretelles. Mais tu t'en rigoles en disant mais je te la laisse, bien. On va voir ce que tu es capable d'en faire, toi je te reprends la balle. Donc c'est une des approches. Il y a une approche peut-être un peu plus directe. C'est très franc par contre. Ça, il y a beaucoup de gens qui viennent, on voit aussi la franchise, pas de non-dit. Il y a plusieurs approches, il faut trouver la vôtre. Ça c'est pour le coup. Prise de position personnelle. Ouais, c'est ça. C'est toujours à mettre au regard de la personne à qui tu le dis. Parce que, bon, évidemment, si c'est un trait supérieur, tu vas fermer ta gueule. Ne plaisantez pas, il est de plus de. Déconnez pas. C'est pour ça aussi, c'est très intéressant de connaître les gens autour de soi. Et c'est, pour en revenir à ma superbe partie, c'est un des trucs à faire assez tôt dans l'entreprise, le plus tôt possible, c'est vraiment connaître les gens que tu as autour de toi. Et ça implique de savoir du coup comment ils réagissent et comment ils sont placés dans l'organigramme par exemple. Parce que ça évidemment ça peut être très très fâcheux de mal réagir justement à une remarque. Si vous ne voulez pas faire une Dead Star et jamais voir la saison 2, allez-y. De toute manière aussi, il faut regarder comment tes collègues travaillent. S'il faut une remarque sur ton travail, alors que c'est des vies, voilà. Et poser des questions à la limite quand vous prenez une remarque. Enfin, de savoir pourquoi est-ce que la personne dit ça. Parce que dans l'ego, on se dit toujours que nous on a bien fait les choses, mais au final, de savoir pourquoi est-ce qu'il a fait sa remarque et après de se rendre compte, c'est vrai que mon process il est pas ouf là-dessus, ou alors j'ai oublié de faire ça. C'est quand même très très important. Faut dire que les gens, dans l'absolu, ils sont pas tous cons. Il y en a, oui, peut-être, mais globalement, les gens réfléchissent autant que nous, quoi. Globalement. Des questions? Bon, on va terminer. 9 minutes. Un peu moins. Ok, donc on a vu, de manière générale, des outils, des petites techniques pour pouvoir satisfaire ses ambitions, se donner du moins les moyens d'y accéder. On va terminer par des petits outils un peu plus, on va dire, un peu plus personnels, c'est-à-dire le travail que vous avez à faire sur vous, d'accord? Savez-vous d'abord, pour commencer, la proportion du langage qui est non verbal? 80% pour les études les plus pessimistes, jusqu'à 93%. Donc c'est la preuve que déjà, maîtriser ce qu'on va dire, en soi 20%, c'est dur. C'est dur de dire les bons mots, c'est dur d'être juste, c'est dur d'être cohérent, voire pertinent. Alors, il y a de cette partie justement, pourquoi pas bosser en parallèle justement sur ces 80% là, avec des petits outils, en plus c'est vraiment pas des choses compliquées. Faut savoir déjà que de base, c'est une idée stratégique pour bien maîtriser, j'utilise bien le mot, maîtriser ses entretiens et ses relations, aussi bien professionnelles que privées. Par maîtriser, j'entends pouvoir influer de manière active et positive, bien sûr, sur le déroulement des événements. On va dire ça comme ça. Je m'explique. On va commencer donc par la maîtrise du regard, par exemple. Petite citation d'archi stylée. L'âme peut parler avec les yeux et embrasser avec le regard. C'est... c'est fort, il faut régaler. Donc ça veut dire déjà de base, à la poignée de main, vous allez pouvoir en dire plutôt long sur une personne. Je prends l'exemple de la poignée de main, ça marche beaucoup moins avec la bise, puisque les visages en fait, on ne peut pas voir les yeux. Donc,
C'est beaucoup plus facile avec des poignées de main. Donc, au moment où vous serrez la main, vous allez voir que... Ah, bien sûr. Sujet d'étude. C'est encore étudié aujourd'hui, et tout ce que je vais vous dire, d'ailleurs, il ne faut peut-être pas le prendre comme... Enfin, c'est une vérité de par mon expérience et compagnie, beaucoup de recherches, mais c'est un domaine, voilà, rien n'est absolu. C'est pas parce que je vous ai dit ça que ce sera toujours comme ça. Donc la poignée de main, la personne, spontanément, déjà, il y a plusieurs types de regards. Vous regardez droit dans les yeux. Bonjour. Il y a le... Hop, je te serre la main, mais j'ai plus envie de te regarder. Ça, c'est peut-être que vous l'intimidez. Peut-être qu'elle ne se sent pas à l'aise. Ça, après, vous verrez ça après. Mais déjà, de base, à chaud, vous avez une première... Oula, lui, je le sens pas. Il y a le classique. Je vais te serrer la main, mais je te regarde des pompes et je remonte jusqu'à tes yeux. Ça, en général, c'est un truc de N+2. Vous allez très vite le voir. Vous dégonflez pas. Lâchez pas le regard, et voilà, je vous montre, je suis là. On peut faire la même chose. À éviter. À éviter. À éviter. Voir le regard, voilà, vous allez voir en tirer un, par exemple, je vais te serrer la main, spontanément tu vas regarder mes chaussures ou mes mains, je vais en déduire que tu es quelqu'un de potentiellement maniaque et qui fait très attention au physique. C'est connu, le soin apporté aux chaussures, le soin apporté aux ongles sont des caractéristiques propres à ces personnes-là. D'ailleurs, il faut toujours, pour les filles, méfiez-vous des mecs avec des ongles trop propres. Ceci sera dans une autre parole Ce sera dans une autre parole d'Exien, mais... Je dis ça, voilà. Ensuite, donc là, sur la partie regard, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, il y a des choses très complexes, et c'est beaucoup de temps passé voilà, à observer les différents types de regards. Ce serait trop long, ça sera peut-être fait de manière ultérieure, je verrai ça avec Nathalie. Un petit aparté sur la gestuelle. Alors ça, les micro-expressions. Il faut savoir que, quel que soit l'être humain, nos micro-expressions sont les mêmes pour tous et veulent dire les mêmes choses. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le débat de Macron, concernant le premier débat de Macron concernant le gilet jaune. Peut-être, vous l'avez déjà vu, cette fameuse position, les mains sur la table, voilà. Il y a un mentaliste très connu, Fabien Licard, qui fait une vidéo dessus, que je recommande, pas trop fort. Donc on arrive à l'entretien, maîtriser sa gestuelle. Je sais que je suis quelqu'un, j'ai tendance à jouer avec mes doigts. C'est un tic, j'arrive pas à m'en... Je transpire des mains, je dois les sécher sur le jean. Posez vos mains sur la table. Président de la République, il est coaché par des personnes qui lui disent tu feras gaffe, ça. Posez vos mains sur la table. Vous savez que vous êtes une personne qui a, voilà, j'ai le regard fuyant, fixez-vous. Alors, on m'a souvent dit, si tu n'arrives pas à regarder quelqu'un entre les yeux, regarde-le au niveau du sourcil. Tu as l'impression que je te regarde dans les yeux, mais en fait, non. Donc, pour ceux que le contact visuel effraie, ça arrive. Il faut savoir que de base, je suis vraiment timide. Hein. Il y a 5 ans, je suis incapable de m'exprimer devant une foule. Voilà, on a appris notamment cette technique, regarder le fond d'un auditoire. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de le regarder lui à l'entretien. Voilà, regardez entre les sourcils, regardez un petit peu l'environnement. On prend les informations qu'on a à apprendre, si on voit des prototypes, voilà, des petits bouts de projet, ça peut montrer de. Voilà. On rejoint après ces aires d'opportunité. Avoir de l'intérêt pour ce que vous regardez. En micro-expression notable que j'ai notée au niveau du visage, se mord dans les lèvres. Vous parlez avec votre entretien, il a envie de dire quelque chose, ça le brûle, mais il a pas envie. Conseil, enfin je vous le dis, c'est certainement pas positif. Ça c'est un fait. L'esquisse de mots. C'est difficile de mimer comme ça. Donc la moue, c'est-à-dire, voilà, vous allez me dire quelque chose, voilà, je suis quelqu'un de très intéressé par le ski, le tir à la carabine. Ça en dit long. Mais justement, il faut être sensible à ça en enchaînant avec ce sont des activités que vous pratiquez. Pour le confronter à ça, vous voyez ça justement, réagissez. Maintenant, à partir du moment où je vous donne juste des pistes, après c'est à vous de réagir, voilà, de les remarquer déjà. Parce qu'on a tendance à... J'aime beaucoup cette phrase. On a tendance à voir sans regarder. C'est-à-dire qu'on voit tous la même quantité de détails, on les interprète pas de la même manière. Par exemple, cette position-là. Enfin, mise à part, voilà. Voilà. Non, je veux pas comprendre. Non, mais voilà. Il faut être sensible. C'est associé donc, à des personnes qui sont plus élevées. Et donc, on va pas, voilà, je ne vais pas me comporter de la même manière avec lui qu'avec d'autres. Je vous donne des pistes pour adapter, on va dire, votre comportement au plus grand nombre de gens et potentiellement à trouver des abcès. C'est pratique. Le coup de la moue, c'est factuel, mais se gratter la barre. Oui,
Je suis actuellement en 4e année donc, voilà, de cursus ingénieur et ce que je préfère c'est la physique nucléaire. Pas bon, quelque chose qui ne lui plaît pas, qui l'irrite dans ce que vous venez de dire. Pareil s'il se gratte l'oreille. De manière générale, le fait de se gratter, ça reflète une irritation intérieure. C'est assez amusant, voir que spontanément, les bras, il y a pas mal de zones comme ça et soyez attentifs à ça. Vraiment, vraiment. Voilà. Chose mise à part. Et alors le pire, si vous êtes amené à voir ça dans un entretien pour prendre un autre virage, c'est le... Ça c'est très clair, c'est-à-dire si on se touche l'oreille, je vous entends pas, je vous comprends pas. Mais alors ça, je vois pas du tout où tu vas en venir. Ça, c'est qu'il faut... Voilà. Et donc dans ces cas-là, justement, il faut rebondir en disant j'ai dit quelque chose qui vous a intrigué, qui vous a fait tiquer, qui vous a intrigué, qui vous a attiré l'attention. Et là, il a fait gaffe donc, à ce que je renvoie, c'est même valorisé, c'est même valorisé, c'est même valorisé. Donc ça, c'était juste pour le facial. Ok, bon, je vais faire ça vite. Pour le physique, bon, c'est un grand classique. Hein. Je suis pas très ouvert, hein. J'ai pas envie de vous parler. Je suis dans mon coin, tu viens de dire un truc, il y a une réunion qui m'a fait chier. Je me mets au fond de ma chaise, les bras croisés, je crée de la distance. À l'inverse, quelqu'un d'intéressé va être porté vers l'avant. Je vais mettre mes coudes sur la table. Je vais, voilà, mettre les mains sur la table. Je vais être penché vers l'avant. Super important, tout comme quelqu'un qui baisse la tête. Tu me parles, c'est vrai. Oui, je t'entends tout à fait. Oui. Il faut, voilà, justement, soyez maître de ce que vous renvoyez. Vous voulez paraître ouvert, civilisé, c'est important. Voilà, on s'ouvre sans trop en faire. C'est peut-être mon problème pour vous, mais ça c'est... Voilà, il faut se sentir à l'aise et voilà, il y a des techniques aujourd'hui qui vous aident à ouvrir ses épaules. Ouvrir ses épaules. Ah, c'est pire, alors ça, alors celui-là, alors ça, c'est même pas la peine. L'orientation du corps. Par exemple, je parle avec Marianne, elle est face à moi, je me fais comme ça. Je pense que voilà, j'ai envie de... Il faut savoir que notre corps se dirige là où on veut aller. Hein. C'est énorme, mais de manière générale. Bon, vous m'avez compris. Jouer avec ses doigts, un stylo, vous avez les mains sur la table. Ou, mieux, alors ça c'est mieux. Ses mains comme ça, c'est bien. Voilà, je suis stable, j'appuie et c'est bien. Vous croisez les doigts, c'est pas mal. Et pour finir, le dos droit, la tête haute. Vous êtes fier de ce que vous êtes en train de faire, à cet entretien au quotidien, au boulot. Vous êtes fier voilà, de la mission qu'on vous a donnée, ça donne de l'énergie. Voilà, je suis impliqué dans un système qui est 100 000 fois plus grand. Voilà, le dos droit, la tête haute, on y va, avec fierté, sans trop en faire, mais il faut dégager la fierté et montrer qu'on n'est pas là par hasard et qu'on est fier. Et en plus, ils vont kiffer ça. C'est ça aussi. Donc voilà, deux, trois petites pistes pour bien maîtriser, voilà, comprendre ce qu'on nous renvoie et comprendre ce que les autres nous renvoient. Je voudrais revenir aussi sur la slide précédente, s'il vous plaît. Voilà. Merci de cet éclairage qui peut être, qui met un peu d'humour dans cette présentation, mais voilà. En tant que professionnel des ressources humaines, je peux vous dire qu'une seule chose, vous ne posez que des hypothèses. D'accord, hein. Il faut un faisceau, enfin, avant de mettre, tiens, il se gratte la barbe, donc... C'est une somme d'indice. Voilà, évitez... Attention, parce que là, c'est bien pour évitez de tomber aussi très vite dans soit les caricatures, soit... voilà, cherchez pas la petite bête là où elle n'est pas non plus. Je me permets de dire ça, parce que bien sûr. On a le droit, pour reprendre encore le fait de la barbe, j'imagine que de temps en temps, ça doit gratter quand même la barbe. Ouais, bah, plus, Voilà. Prudence, c'est vigilance, soyez attentifs, et prudence sur les hypothèses que vous avez posées. Alors c'est des signaux d'alerte, il faut voir ça comme des signaux d'alerte. Ouais. S'il y a ça, j'en déduis que... Mais c'est important déjà de le remarquer, ne serait-ce que de le remarquer déjà, c'est pas mal. Donc il y avait peut-être... il y avait intervenu, mais il y avait peut-être... Oui, non, justement, jolie question. Parce que moi, à propos des coiffures, peut-être. Oh, c'est
perçu au bureau ou en entreprise. C'est une arme très efficace. Déjà, ça décrédibilise. C'est pas pur. Enfin, je vois ça, l'humour, de manière générale, il faut faire gaffe. Sauf si, comment dire, si tu sens que tu es amené voilà, à déborder un petit peu du cadre que tu veux te fixer. Je prends l'exemple de la remarque, c'est un bon moyen de ne pas montrer qu'on est impulsif. C'est un bon moyen de montrer qu'on n'est pas sensible. C'est-à-dire que, en fait, on a l'exemple au bureau, un type qui est associé au rigolo de service. C'est trop. Il est allé trop vers la blague en quittant du coup ce côté sérieux, et ce qui fait que du coup il n'est pas pris au sérieux. C'est un peu, voilà, tête de... Ouais, c'est ça, merci. Et la tête, c'est un peu, voilà, la tête de turc du service en plus. Et il aime bien, hein. Il en devient moins crédible. Donc il faut savoir en jouer, mais pas trop non plus. Ça fait jamais de mal de rigoler un peu, mais il ne faut pas que ce soit trop dans l'excès, parce qu'après, tu dépasses une limite où on ne prend plus au sérieux après. Ils ont deux limites quotidiennes en mode joyeux luron. Quand je kiffe bosser avec lui, une bonne humeur, mais de l'entrain. Et c'est encore un peu rigolo. Faut faire gaffe. Il y a des limites. Je pense que tout en boîte, c'est bien de prendre, il y a une limite à poser. Toujours. Je pense que tu le verras très vite. En réunion ou quoi, c'est hyper naturel. Moi, c'est mon maître d'apprentissage. Parfois, il lance un truc, tout le monde en rigole, tout le monde relance un petit truc. En fait, c'est hyper naturel. Et puis, même si tu vois que tu as plus de mots trop, tu verras, tu ne recommenceras pas. C'est comme avec tes collègues ou quoi. L'humour, c'est assez naturel, je trouve. Alors là aussi, je me permets d'intervenir sur le mot et sur la traduction. Il y a plusieurs types d'humour. Donc soyons... Pas d'humour noir, les gars. Pas d'humour noir, zéro. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On va parler de quelque chose qui va être léger, non impliquant dans le fond. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'être caustique, on n'est pas dans « tiens, tu m'as taclé et sous couvert de faire de l'humour, je te renvoie un pic, etc. » Ça, c'est pas de l'humour pour moi. On est bien d'accord. Oui, mais aussi, par exemple, l'humour sur soi-même. L'autodérision, ça s'appelle. L'autodérision. L'autodérision, c'est ce que je cherchais. Très bien. J'en prie. Je me rachète. C'est bien, c'est souvent bien perçu. Très bien. Mais en fait, mets-toi de la place de l'autre interlocuteur. Là, pour le coup, c'est la lecture, voilà, ce que tu renvoies. Ce que tu renvoies, c'est quelqu'un de joyeux au quotidien, c'est une personne avec les... Elles auront envie, les gens ont envie de bosser avec des gens qui dégagent des choses, de la confiance, du respect, etc. Là, si tu dégages ça, c'est, on va dire, même si tu te mets à la place, tu préféreras bosser avec quelqu'un qui a de la bonne humeur, qui reste pro, mais qui fait toujours ça en bonne humeur, qu'avec quelqu'un qui tire toujours la gueule. On est d'accord. C'est un fait. On bosse un peu mieux, voilà, dans une atmosphère un peu mieux détendue que dans une atmosphère stressée. Tu vois, c'est le message, tu te mets à la place de l'autre en disant, mais quel message je renvoie si je suis quelqu'un qui fait des blagues, qui met de la bonne humeur plutôt dans un projet, c'est mieux que ça, qui met de la bonne humeur dans un projet, tu te mets à la place d'un autre, d'un de tes collègues. C'est cool. Par contre, quelqu'un qui tire toujours la gueule et tout, j'ai envie d'aller lui dire bonjour. Mais c'est, voilà, il faut se projeter. C'est toujours dans la modération. Bien sûr. L'excès de part, bien sûr. L'excès de sérieux, comme l'excès de... Je veux dire, si on est voilà, c'est trop d'excès, je veux dire, dans la motivation, quelqu'un est vraiment, qui donne toute sa vie, on lui dit, attends, ça le doit quand même, Ça le voilà, doit. mais à l'inverse, c'est toujours une question d'excès, bien sûr. Mais ça, vous allez Il faut voir. équilibrer. On aura toujours un moment où Là, il y a ton chef, là c'est l'importance du chef, c'est lui qui dit derrière, tu vois, on m'a dit que c'était par exemple trop expansif. Il faut l'entendre, il faut mettre en application voilà, des mesures. Voilà, vous avez une relation partenariat, je pense, c'est au chef de dire, c'est clairement au chef de dire, tu vois, là on m'a dit que tu étais allé un peu trop loin, et c'est en fait, vous voyez ce que je veux dire, la petite amélioration, petit à petit, on enlève des petits bouts, on en recolle d'autres jusqu'à arriver à un patchwork. Parce que... c'est pour ça que c'est pas parfait tous les jours, il y a la première semaine, il y a la première année. C'est dur. Mais bon, voilà, vous avez... Vous parliez de l'ambiance entre collègues et tout. Est-ce qu'il faut pas être ami en gros en dehors du boulot avec ses collègues ou pas? Ça dépend. Il y a des gens naturellement qui s'installent. Il y a des collègues, c'est des collègues, et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus dévoiler toute ta vie privée à certaines personnes. Moi, il y a des opérateurs qui peuvent Facebook, et ben c'est non, tu vois. Surtout quand on est des filles, je pense des fois, il y a des limites, tu vois.
Après, au bureau, forcément, tu as un super bon feeling avec quelqu'un, il ne faut pas t'empêcher d'être ami avec ton collègue parce que sous prétexte que tu le vois au taf. Au contraire, c'est cool de trouver des. C'est bien pour la vie au sein de ton service aussi. Après, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas être des potes non plus au taf, mais plutôt à l'extérieur. Il ne faut pas se laisser dépasser en disant bon bah voilà maintenant c'est mon pote, je vais pas oser lui demander ça ou ça. Faut savoir cadrer les choses, tu restes professionnel quand tu es au boulot, à côté de ça, ça peut être très bien avec ton pote. Il faut toujours réfléchir aux conséquences. Si je fais ça, qu'est-ce que ça induit? Parce que là, je sais pas, mettons, tu es super pote avec quelqu'un qui est en dessous de toi et qu'à un moment tu es amené à prendre des décisions contre lui. Peut-être qu'à un moment tu regretteras justement d'être allé si loin en amitié avec la personne, quoi. Ce sera plus neutre dans la décision. Ouais, voilà. Il faut toujours penser à ce qu'il en advient après, quoi. Après, ça n'empêche pas d'avoir des bonnes relations avec ses collègues. Moi, je vois, c'est assez régulier qu'on va boire un verre ensemble derrière, on parle de notre vie perso, tout ça. Ça n'impacte absolument pas le travail parce que on sait rester pro quand il le faut, quoi. Moi, je fais ça aussi avec mon tuteur, par exemple, c'est un pote. Clairement, je suis plus au travail, c'est carré, on ne dépasse pas cette limite, dehors, tous les midis on va ensemble, on se voit chez moi, c'est bonne ambiance. À l'inverse, je me vois moi comme un élève et pas comme un salarié, parce qu'il ne me donne pas d'augmentation. C'est ça la relation vraiment. Tu rêves. Clairement, c'est ça. Je me dis, je peux me permettre de faire ça avec toi, parce que c'est moi qui te fais les EADP, c'est moi qui te fais l'augmentation à la fin du mois, à la fin de l'année. Juste un élève, on peut se permettre. Au contrario, les autres collègues préfèrent faire ça au repas de service. Du coup, ils en organisent plusieurs dans l'année, comme ça ils peuvent en prendre et ils vont prendre la place. Il y a cette notion aussi, c'est pour ça que c'est très bien de faire ça, je trouve, parce que vous ne perdez pas votre neutralité. Forcément, tu t'entendras toujours bien avec le collègue par rapport à l'autre, c'est humain, tu as des préférences, mais toujours rester cadré et là, c'est la décision. C'est comme ça. Je ajouterais une note un peu noire peut-être. Vous avez beau être pote, si vous faites partie du même service, ça va être, vous prenez comme vous le prenez, n'importe qui est prêt à se battre pour son bout de pain. Donc être pote, oui, pas avec des personnes de votre service, déjà de base. Ou pas des personnes de la boîte qui ont les mêmes envies. Je suis pas d'accord. Je mets un point d'honneur. Je mets un point d'honneur. Parce que des personnes, quand tu fais partie du même service, tu interagis directement avec elles. Regardez, vous voyez, regardez ce que je vous dis. L'amour, les mains croisées, je me renferme tout. C'est pas grave, mais je pense que c'est question d'avis personnel. C'est question de, c'est vrai que là, pour le coup, vous avez deux écoles, c'est vrai. Moi, j'ai tendance à me protéger, peut-être trop. C'est peut-être mon tort, mais des gens qui sont d'autres services et tout, c'est beaucoup plus facile quand c'est dans le même service et que vous êtes dans la même direction, qu'il y a déjà eu des antécédents avant, ils étaient plusieurs, avec potes, il y a eu une cassure d'amitié, derrière, par coller les morceaux. Ils ont été potes, oui, aujourd'hui, ils peuvent plus se voir et on fait toujours partie du même service. Moi, je pense que d'avoir ce genre de mentalité, ça va au contraire tuer tes relations. Partir directement du principe qu'on est tous en concurrence, ça va être hyper néfaste sur ta façon de voir les gens. Et si t'imagines, si tous les gens se disaient qu'on soit en concurrence parce que le taf, ça crie, machin, c'est hyper néfaste pour les relations. Je pense que ça dépend de l'entreprise. Ouais. Parce que ça dépend du passé de l'entreprise, ça dépend de la nature, l'esprit, etc. Donc, voilà. Mais justement, est-ce que c'est pas bien de changer les mentalités? Il y en a peut-être qui travaillent mieux comme ça, peut-être qui travaillent mieux comme ça. Si tu veux des potes. Voilà. Mais si tout le monde s'entend bien, la boîte avance beaucoup plus. C'est ce que les managers disent aujourd'hui. Si tout le monde est dans une bonne harmonie, tout le monde va dans la même direction et tout le monde s'entend bien, c'est tous au service des mêmes buts. Et pour moi, si tu instaures une notion de concurrence en entreprise, et si tout le monde se tire la bourre, on va pas tous aller dans cette même direction. Je suis d'accord avec toi. Tu peux être pote sans être, tu peux être collègue sans être pote. Toi, tu parles du monde. Non, je parle de juste pas pote, je m'en fous. Moi je te dis ce que je dis là. Être en concurrence avec les gens. Ouais. Non. Pas se méfier des gens. Des personnes qui ont les mêmes ambitions que toi, je verrai s'ils ont la préférence de prendre ta place. C'est marrant que de voir quand même au sein de nous, on n'est pas forcément d'accord, mais les mots. Ça crée des susceptibilités. C'est considérable de personnes. Par exemple, tu as deux apprentis, des choses comme ça. Je sais qu'à
qu'à la fin, tu n'as qu'un poste qui s'ouvre, bah oui, malgré Non, mais d'accord, mais tu vas donner le meilleur de toi pour aller le meilleur, mais tu vas pas instaurer une notion de méfiance. Enfin, il faut faire le distinguo entre donner le meilleur et aller le plus loin possible soi-même, être en concurrence avec soi-même et pas avec les autres. Voilà. Je vais me permettre un recentrage. La question initiale était effectivement quelle est la place du rapport d'amitié dans l'entreprise où règne du collaboratif et où règne l'efficacité et le résultat. Donc, pour vous mettre d'accord, parce qu'effectivement, les sensibilités d'un individu à un autre veut dire de son histoire, de son propre vécu, est-ce qu'il a déjà eu un souci ou pas avec ce type d'attitude qui fait que je vais prendre de la distance au fur et à mesure de mon expérience. Ça, c'est propre à chacun. Le basique, vous êtes en entreprise, c'est pour faire votre taf. Et dans l'autre taf, maintenant, vous avez mis davantage l'accent sur l'autonomie, c'est-à-dire des traits de personnalité, et la motivation, avant même la compétence. Et dans le package de l'ingénieur, j'attends du collaboratif, j'attends du liant. Donc c'est ce que tu vas proposer comme étant on avance ensemble, on a des objectifs communs, on collabore, on s'entend bien, il y a de la bonne humeur, il y a de la bonne ambiance. Ça c'est le basique, c'est ce que vous devez de fournir tous. Après, ça appartient à chacun, avec les conséquences positives ou négatives. Simplement, il faut savoir où vous mettez les pieds et savoir jusqu'où vous devez aller. Effectivement, la culture de l'entreprise va pousser au collaboratif ou va plutôt rester dans une guerre de chapelle qui fait que d'un service à un autre, parfois, vous n'en avez pas parlé, mais parfois il y a de l'antagonisme au sein même des structures. Parfois c'est les opérationnels avec les fonctionnels, le siège social parisien et les antennes. Voilà, donc il y a des antagonismes, il y a des luttes de pouvoir internes. Comment la culture d'entreprise vous permet de surfer dans tout ça. Et après, vous ne vous souvenez pas des couleurs? C'est jaune? C'était pas jaune? Pourtant, la réaction, c'est... Je pensais les rouges. Eh bien oui, mais la réaction bleue. Oh. Tu vois ce qu'on s'était dit ça pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au quatrième, ça vient pas. Ouais, on connaît. Donc, il y a ça au moins que vous pouvez avoir comme décodage. Et effectivement, comment est ma posture en règle générale vis-à-vis d'autrui? Est-ce que l'autre est un allié ou est-ce que l'autre, c'est avant tout un concurrent? Est-ce que l'environnement est hostile ou pas? Donc, chacun son histoire. D'autres questions? Oui. Aussi intéressantes que celle-ci d'ailleurs. Bien sûr. Non, je voulais poser la question à vous deux, madame. Est-ce que vous avez eu des réflexions sexistes en fait en rentrant dans l'entreprise? Parce que malheureusement, le milieu de l'ingénierie, c'est assez masculin. Non, mais j'aimerais que ça change. Est-ce que vous avez suivi ce genre de réflexion là? Marianne, si tu veux. Non, moi j'ai pas trop eu de remarques, ou alors c'est des petites vannes parce que voilà, c'est entre nous et je connais les gens qui m'ont dit et je le prends pas mal par rapport à ça. Mais j'ai jamais. Non, je crois pas que j'ai déjà eu des réflexions. En tout cas, ça me dit. On en avait parlé aussi à la journée des droits de la femme. J'avais dit que justement, moi, il y avait un collègue qui m'avait dit « Ah, par contre, on sait que si on t'a pris, si t'as été pris à Schneider, c'est parce que t'es une nana. » Donc en gros, c'est pour respecter les quotas, on va dire. Et donc, ouais, ça fait un peu chier d'entendre ça, mais non, après, non, j'ai jamais... Je vois pas pourquoi j'ai pas le souvenir d'avoir eu des réflexions Oh, mais celle-ci. Ouais, ou alors je me souviens pas et ça m'a pas dû trop me choquer, ou alors j'ai pas relevé, mais... Moi j'ai eu la même chose que Marianne, on m'a dit que j'ai été prise pour les quotas. Mais après, c'est aussi, dans l'aéro, il y a tellement de cas. En fait, les filles, elles sont bien vues parce que quand tu vas faire un 5S sur un poste, le courant passe beaucoup mieux quand c'est une fille qui te demande de ranger ton poste que quand c'est un mec qui a 20 ans qui vient me dire de ranger ta chambre. En gros, c'est un peu ça. Après, les réflexions sexistes, j'en ai pas eu en face, mais je sais qu'il y en a. Enfin, on parle énormément. Énormément. Tous mes collègues ils sont venus me dire des horreurs qui se disaient en prod, mais c'est comme ça. De toute façon, moi je m'en doute. J'ai toujours dit à mon maître d'apprentissage que j'avais aucun problème d'aller travailler dans un environnement de gars. Je sais à quoi m'attendre. Et les seules choses à la limite sexistes qu'on est venu me dire, c'est des choses lourdes, genre allez, on va boire un verre, allez, tu notes sur Facebook ton numéro et machin. Et voilà, c'est les OP
configurateur, c'est lourd, tu déconnes, tu les remets à leur place, et puis c'est bon, ça va plus loin, tu préviens ton N+1, et voilà. Mais ouais, c'est surtout caché, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les mentalités évoluent aussi, ça va dans une autre direction, quoi. Aujourd'hui, les filles, Je ne peux pas m'empêcher de réagir sur ce sujet, vous me connaissez, surtout sur ce sujet. Donc, je vous interpelle, et on arrêtera, on n'ouvrira pas le débat, sur quel est l'intérêt caché d'un collègue qui vient vous dire ce que l'on dit de vous à l'extérieur. Donc, tu es consciente d'un certain nombre de choses parce qu'on te les a rapportées. Quel rôle joue cette personne face à toi? Et quel rôle joue cette personne qui est témoin? Autrement dit, vous, dans l'entreprise demain, vous serez peut-être ce collègue ou cette collègue qui t'a parlé, vous serez peut-être témoin d'un certain nombre de choses. Et la question qui se pose à vous, c'est quelle posture vous aurez. Vous n'êtes pas, vous, prêt à avoir des relations ou des remarques sexistes, mais vous serez aussi confronté à la part de collègues masculins qui auront des propos sexistes. Et à mon sens, l'évolution des mentalités, elle commencera là. Quand des mecs diront à d'autres mecs, stop là, c'est bon. Ça se passera sans les femmes. C'est chez Stélia qui fait ça. Tu vas voir directement le gars qui a balancé un truc à ton collègue et tout, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Ouais. Alors, on est sur le sexisme, on est d'accord qu'on élargit à la diversité. Le handicap, la race, l'origine, hein, la couleur. La couleur. Blague, vous savez très bien qu'on a un chacun. La religion. Les blagues juives, les blagues ceci, les blagues cela, d'accord? La politique aussi, éviter. La couleur, c'est plus ça. Tu vois, c'est indépendamment de... On avait quelques mots à vous dire, et normalement, c'était sur... on a pris le parti pris de voir un peu plus loin que votre simple stage, votre simple alternance. Le jour où vous êtes ingénieur, vous avez forcément un manager. Normalement, c'est la ligne, la vraie voie qui suivra. Et qu'est-ce qu'un manager? Qu'est-ce qu'un ingénieur manager? Pour nous, pour Marmon et moi, un manager il doit être bienveillant. Parce que vous allez gérer des mecs, vous allez gérer des femmes. La bienveillance, c'est la clé du management. Vous devez savoir écouter, vous devez être attentif, vous devez prendre les bonnes décisions, toujours être neutre. Et c'est compliqué, parce que vous avez forcément des affinités avec tout le monde, ou pas d'affinité d'ailleurs. C'est votre boulot. Voilà. C'est comme ça, la bienveillance. Conciliant, c'est savoir prendre, comme je dis, la bonne décision au bon moment, faire le plus et le moins, mais savoir prendre la décision rapidement. Vous allez devoir prendre une décision à un moment ou à un autre sur le fait accompli. C'est comme ça arrive, on le vit, on l'a vécu. Il faut être conciliant et toujours prendre le meilleur. Être inspirant pour votre équipe ou pour vos collègues. Soyez, j'aime pas trop ce mot, mais il faut le dire, il faut être leader. C'est vous qui êtes la clé du succès de votre projet. Il ne faut pas attendre sur quelqu'un, il ne faut pas attendre sur vos collègues, ni attendre sur votre tuteur, c'est vous la clé. C'est à vous de mener l'équipe au succès. Et c'est là que je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous serez différents leaders, c'est sûr. Vous serez un leader technique ou un leader d'équipe, c'est comme ça. Le manager, normalement il doit être tout, mais on le voit dans le travail. Ceux qui sont très bons techniques, très bons dans l'humain. Et c'est ainsi, vous devez être meilleur partout. Et je voulais rebondir sur ce que digne de confiance, c'est le mot de Marianne. Je pense que c'est le plus honnête d'en parler. Non, parce que, je sais pas. Non, oui, j'ai une digne de confiance parce que oui, il faut être en interaction avec les gens et il faut leur montrer que vous êtes là pour aller dans le même sens qu'eux et que, même si c'est pas hiérarchiquement parlant, vous n'êtes pas au-dessus d'eux, mais vous travaillez avec ces personnes-là, vous travaillez quand même pour avoir un objectif commun, pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien dans le meilleur du monde pour tout le monde. Et du coup, c'est important d'acquérir une confiance mutuelle. Et je trouve ça important que les gens aient confiance en vous, vous accompagnez et
avoir confiance en eux aussi pour mener à bien notre projet. Ça, ce qu'on a dit, on pourrait croire que c'est la théorie, et tout ce qu'on vous a avancé, c'est vraiment du vécu. Ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, c'est important pour vous. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce parole d'excellence, excusez-moi, pour vous dire comment ça peut se passer en entreprise et les clés pour déverrouiller les mauvaises situations, faire votre propre expérience, c'est important. Parce que là, on a pu le bâtir sur un autre, mais c'est vous qui serez au cœur du. C'est vous serez au cœur de votre vie, vous faites votre expérience, et c'est vous de le faire. Nous, on a juste donné des petites clés principalement. Merci à tous pour nous avoir. Merci. Qu'est-ce qui vous a amené à vous à choisir l'alternance plutôt que la filière initiale? Moi, ce qui m'a motivé, c'est que j'en avais un peu ras le cul des cours. Clairement, désolé. Non mais tu es le seul de nous cinq Il en faut à encore 3 avoir ans. conseillé de maintenir un langage correct. Et tu Je parle comme ça, comme je parle au travail aussi. Non, mais tu peux être correct avec ton N+2, forcément. Mon tuteur, je parle comme ça parce qu'il s'est fait lui aussi. Enfin, on a un vocabulaire qui fait. Mais après, je travaille en production aussi, c'est un peu bourrin comme environnement de travail, tu fais des choses comme ça. Mais t'as l'usinage, tu vois les mecs qui percent l'usine. Et clairement, le jour où ça passe pas, il dit je m'en bats les couilles. Non, langage correct, ça c'est à voir bien sûr avec mon N+2. Après, ce qui m'a motivé à faire apprenti, c'est déjà ras-le-bol du cours. J'avais fait un stage où ça m'avait plu d'avoir les mecs, tu vois vraiment ce que c'est la prod, que ça m'a plu, et je me suis dit, je vais faire alternant. Parce que je serai au boulot, je serai à l'école, c'est un bon compromis. Je me sentais pas, après mon bac+2, j'ai fait un DUT jamais, je me sentais pas après mon bac+2 de directement travailler. Parce que, je sais pas, si je sais, à cause du salaire. Parce que je vois avec un bac+2, t'arrives, t'es salarié, à part trouver une bonne boîte, un bac+2, comme des copains ont eu, le reste, t'es pas. Et j'aspire à avoir un bon salaire parce que je veux avoir je veux pas survivre au bout de ma vie. Je veux vivre. Donc j'ai des exigences. Et c'est pour ça que j'ai fait apprenti, pour continuer à avoir ma +5. Et aussi, il faut le dire, avoir un salaire. Quand t'es apprenti, quand t'es dans l'étude, t'as un salaire, ça t'aide énormément. Job, ton appart, ta vie tout le temps. C'est bien quand un pote te dit viens on boit un coup, ah désolé putain j'ai plus que 5 balles. Ouais. Là t'es content, tu peux faire un bâton avec tes potes, tu vas au resto, tu peux faire plaisir. C'est quoi à dire, pourquoi tu fais plaisir à tes parents? Juste ça, si je sais que c'est con de l'aspect financier. Mais je te jure, pour les 50 ans de ta mère, quand tu lui offres un resto, quel sourire et quel regard qui te dit ah, je suis contente, bah ouais, là t'es content d'être tranquille. Voilà. Moi du coup j'ai choisi l'apprentissage, pas forcément pour les cours, enfin les cours en gros j'y allais, bon ça passait quoi, c'était pas mon meilleur délire mais bon j'aurais pu le faire. Non moi c'était plutôt pour après en gros, sachant qu'aujourd'hui on dit, enfin, toutes les entreprises disent ouais on recherche de l'expérience, des gens qui ont déjà été en entreprise du coup, je me disais, ouais, au bout de 5 ans d'école, j'aurais certes du temps de stage, mais ce serait tout, quoi. Et en plus de ça, j'avais envie de me faire la main, vraiment de me tester, voir ce que j'étais capable de faire. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer l'apprentissage. Ça me semble être le meilleur des deals, et sachant que, bon, en plus de ça, faire autre chose que lui en cours. Non, mais c'est un facteur, évidemment. Et là, honnêtement, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout, parce que je trouve que ça donne du sens au cours. Parce que quand tu es en continu, je l'ai fait, j'ai fait mes 5 années, je vais faire mes 5 années à Alexis, du coup. J'ai fait ma prépa ici. Et depuis que j'ai touché à des trucs en entreprise, il y a des cours qui me semblent beaucoup plus dignes d'intérêt qu'à l'origine. Bon, à côté de ça, il y en a du coup qui me semblent beaucoup plus inutiles qu'avant. Mais
je me suis dit, tant qu'à faire, je me fais un bagage ingénieur. Je pars à La Rochelle, en plus c'est super sympa, et si je fais de l'apprentissage, ça va me sortir de toute la théorie que j'avais bouffée pendant 2 ans. J'avais envie de faire quelque chose de concret, me dire en plus de ça, je vais trouver une boîte dans l'aéro, parce que moi l'aéro, j'adore ça, et je vais tout de suite être sur le terrain et aller voir des agents. C'était ce que je voulais vraiment. Au-delà du salaire, même si bien sûr, s'émanciper et devenir autonome, c'est super satisfaisant. De délester aussi ses parents, de la charge, du prix des cours, etc. Mon père payait l'école de ma sœur et c'est vrai que je me suis dit, moi je peux être autonome, je peux délester ça et c'est vrai que c'est une grande satisfaction aussi, quoi. Pouvoir se faire plaisir, etc. Il y avait beaucoup plus d'avantages à être en apprentissage, même sur le marché du travail, quand on voit dans votre CV que vous avez bossé 3 ans pour Stelia Aerospace, c'est pas indifférent, quoi. Pas que Stelia. Non mais pas que Stelia, c'est pas nous, si vous voulez. Mais d'avoir bossé dans une boîte, d'avoir eu un poste digne de ce nom, avoir mené des projets sur 3 ans, c'est quand même pas rien, quoi. Ça revient. Moi j'ai choisi aussi parce que, un peu comme Adrien, je commençais à en avoir un peu ras-le-bol des cours. Ça faisait un petit moment que j'étais dedans. Et puis j'avais envie de continuer, sauf que j'ai pas forcément des parents qui auraient pu me suivre financièrement, faire des prêts, non. Donc non, pour moi l'apprentissage c'était un moyen de continuer mes études et un peu m'ouvrir à autre chose. Et c'est de plus en plus reconnu aussi, donc c'était pas forcément une trop mauvaise idée. Et puis au niveau de l'autonomie, je suis complètement indépendante. Donc c'est satisfaisant aussi. Ça fait plaisir de dire qu'on gère notre propre vie, on dépend plus ou moins de personnes, que ce soit financièrement ou socialement, on va dire. Moi, pour les mêmes raisons que Marie, pour l'autonomie vraiment, on laisse les parents chez eux, on est chez nous, on peut faire ce qu'on veut, inviter qui on veut. C'est pour l'autonomie, c'est très important. On rigole. Aujourd'hui, on a goûté à l'autonomie. Je pense qu'aucun d'entre nous se revoit quitter notre petite bulle de confort qu'on s'est bâti chez nous. On s'est bâti un petit chez nous, c'est personnalisé, il y a ce qu'on aime, c'est impossible de le quitter. Et là, une fois que tu commences à y prendre goût, je suis autonome, ça y est, j'ai passé ce cap. C'est bête de choses. Alors, on dit souvent à cause des cours et tout machin, on mange en termes de cours, on a le même diplôme que tout le monde. C'est juste que c'est le rush en cours à côté. C'est le rush. C'est un peu plus condensé. Mais à côté, vous allez pouvoir encaisser des semaines et des semaines d'affilée, c'est solide. Si je peux parler de compléter ça, parce que... Bien sûr, d'ailleurs, on a dit bien sûr. Donc, je suis pas sur scène aujourd'hui. Alors, pour récapituler un peu tout ce qu'il vient de dire, on essaie plus de la formation par apprentissage ici. Alors, le premier, comme disait Adrien, c'est le salaire. Même quand tu es à l'école, tu es payé par ton entreprise, c'est ce que je veux dire. C'est les congés, on va parler, mais ça compte. Les congés, contrairement à des vacances scolaires, tu peux les payer et quand tu veux. Tu veux voir que tu as un apprentissage, d'accord. Voilà, si tu gères tes congés quand tu veux, environ. Voilà, comme a dit Valentin, tu n'as pas de routine, donc c'est assez dynamique. Les périodes, au début, c'est 2 semaines, après ça agrandit jusqu'à 1 mois, 2 mois. Ce qu'on fera l'année prochaine, donc c'est progressif, ça permet vraiment de rentrer dans le bord de manière efficace. C'est être indépendant et autonome, comme très bien dit Marianne et Marwan. C'est donner 3 ans d'expérience à la sortie du diplôme, comme a dit Marianne. Et les deux choses dont on va parler, mais qui comptent aussi, alors on est à la rue à 640 centimes. Non. Je crois qu'il a les mots. Et enfin, on a parler boulot en fait. Et enfin, le dernier point, mais pas le moindre, c'est qu'on a, je trouve, la promo soublée, parce qu'on n'est que 40. Et je trouve qu'on a la cohésion. Par contre, vous n'avez plus de vacances. Non. Pas de vacances. C'est bon, c'est Sur le point crucial de l'employabilité, c'est pas différenciant.
c'est rassurant de se dire qu'on a un CV avec non pas 3 ans, mais 1 an et demi d'expérience en entreprise. Aujourd'hui, l'ingénieur en formation initiale, il n'a pas beaucoup de soucis d'employabilité. Voilà. Mais aussi, il ne faut pas être frustré de ne pas être dans cette type d'apprentissage. Au bout, il y a de toute façon la lumière. Je pense, un avantage qui n'a pas été cité, mais que j'observe lorsque j'ai beaucoup de plaisir à aller aux soutenances de fin d'études, c'est, le mot a été prononcé à plusieurs reprises d'autonomie, mais dans le travail, parce que c'est ce que l'employeur attend de vous. Ce qu'offre la voie de l'apprentissage, c'est plus rapidement la confiance en soi. La confrontation à ce qui vient d'être proposé ce n'est pas grave de ne pas savoir. Je suis là pour apprendre, parce qu'on apprend tout au long de sa vie. Ce qui est fondamental, c'est ce que je suis, donc mes traits de personnalité et ma motivation. Et c'est ça, votre capital, votre richesse humaine à chacun individuellement, c'est votre carburant. Le reste suivra. Et ça, vous en avez peut-être quelques semaines, voire quelques mois d'inquiétude au début. Et puis, voilà. On a des apprentis, vous voyez bien, qui sont bien dans le basket, tous assertifs, avec leurs forces et leurs faiblesses individuelles. Mais ça, c'est un peu plus. Et juste un petit dernier point que je voudrais rajouter. Moi, ce pourquoi je remercie l'apprentissage aujourd'hui, c'est que là, je vois mon projet professionnel, il a complètement éclaté depuis que je suis arrivé dans ma boîte. Moi, à l'origine, je voulais faire de l'aéro. Je voulais être dans l'amélioration continue. Et du coup, là, je suis à développer des applications web pour du gazon synthétique. C'est complètement différent. Et pourtant, maintenant, je me rends compte que ça me ferait beaucoup plus kiffer que si j'étais dans l'aéro. Parce que j'ai fait des stages quand même avant. Et là, ce que je fais aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup plus que ce que j'aurais pu faire en suivant mon projet professionnel. Et du coup, là, l'apprentissage m'a permis de vivre ça, disons, de manière plus safe et plus douce. Parce que si j'avais eu ce changement-là, quand j'arrivais après mes études et tout, là où je dois devenir vraiment indépendant financièrement, machin, tout tralala, et ça aurait été beaucoup plus compliqué. J'aurais dû quitter peut-être un CDD ou un CDI. C'est tout de suite des changements beaucoup plus significatifs, alors que là, je peux vivre mon petit chemin en parallèle de mes études, de mon contrat. Nous allons vous applaudir pour vous remercier.